Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va entamer le troisième chapitre du module de la biochimie structurale qui porte sur les structures et les propriétés des acides aminés et des protéines. Les acides aminés, ce sont les constituants de base des peptides et des protéines. Ils représentent trois intérêts. Donc, ils sont considérés comme des briques de construction des protéines. Ils sont les précurseurs des médiateurs chimiques comme les neurotransmetteurs et ils participent au métabolisme et sont une source d'atomes de carbone, d'oxygène et d'azote. Par exemple, au niveau de la membrane plasmique, on trouve les protéines sous forme de glycoprotéines par exemple, des protéines globulaires, des protéines transmembranaires ou encore des protéines périphériques. Les acides aminés sont apportés par les protéines nutritives exogènes dégradées en acides aminés par la digestion et notre organisme élabore par la suite ses propres protéines. Donc, en général, pour un nombre inférieur à 20 acides aminés, on parle de peptides. Entre 20 et 100 acides aminés, on parle de polypeptides. Et au-delà de 100 acides aminés, on parle de protéines. Sur le schéma, on a la molécule d'insuline humaine, donc qui est constituée de deux chaînes. La chaîne A est constituée de 21 acides aminés et la chaîne B qui est constituée de 30 acides aminés. Donc en général, les acides aminés sont constitués d'une fonction acide, COH, et d'une fonction amine primaire, NH2, avec un radical R qui est variable. Donc, à l'exception de l'acide aminé proline, qui est constitué d'une fonction acide COH et d'une fonction amine secondaire NH. Donc, pour la proline, la fonction amine est secondaire et pour les autres acides aminés, la fonction amine, c'est une fonction primaire. Pour le radical R ou le résidu R, qu'on appelle aussi la chaîne latérale, on trouve les R aliphatiques, donc les R aliphatiques, qui sont des chaînes carbonées de type carbure, linéaire ou branchée. Les chaînes carbonées portant des groupements fonctionnels, acide, amide, alcool, thiol, amine ou gonidine. Et puis les R cycliques, donc aromatiques ou hétérocycles à azote. Pour les acides aminés dits aliphatiques qui contiennent une chaîne carbonée de type carbure, linéaire ou branchée, on trouve la glycine avec un R constitué d'un hydrogène, l'alanine avec un R constitué d'un CH3, la valine avec un R CH3, donc de type branché, la leucine avec CH2CH, CH3, et l'isoleucine avec un radical constitué de CH, CH3, CH2, CH3. Donc parmi les acides aminés aliphatiques, on trouve les acides aminés dicarboxyliques et leurs amides. Un acide aminé dicarboxylique, c'est un acide aminé qui contient deux fonctions acides. Donc comme l'acide aspartique, il contient deux fonctions COOH. Donc COH. Donc c'est un acide aminé dicarboxylique avec un R constitué de CH2COOH. Et l'amide de l'acide aspartique, c'est ce qu'on appelle l'asparagine. Donc à la place du OH, on va mettre un NH2. Donc ce groupement amide n'est pas protonable. On a aussi l'acide glutamique avec un R constitué de CH2, COOH, donc deux fonctions acides. C'est un acide dicarboxylique, c'est un acide aminé dicarboxylique. Et l'amide de l'acide glutamique, c'est ce qu'on appelle la glutamine. Donc on remplace le OH avec un NH2. Donc aussi comme l'acide ou comme l'asparagine, le NH2 est non protonable. On a aussi les acides aminés alcool, qui sont des acides aminés aliphatiques,
comme la sérine avec un R constitué de CH2OH, donc une fonction alcool primaire, ou la thréonine avec un R constitué de CH3OH, donc un alcool secondaire. On trouve aussi des acides aminés soufrés qui sont des acides aminés aliphatiques, comme la cystéine avec un radical constitué de CH2SH, donc c'est un atome de soufre, et c'est un groupement qu'on appelle thiol. Aussi, on trouve la méthionine avec un radical constitué de CH2S, qui est l'atome du soufre CH3, donc avec un groupement ici qu'on appelle thioéther. Pour les acides aminés dits basiques, ce sont des acides aminés dont le radical R contient une fonction amine, donc comme la lysine, l'histidine ou encore l'arginine. Parmi les acides aminés cycliques, on trouve les acides aminés aromatiques, comme la phénylalanine, avec un R constitué de CH2 et un cycle aromatique, et comme la tyrosine, avec un R constitué d'un CH2, un cycle aromatique avec un OH, ou le tryptophane avec un R constitué d'un groupement indole. On a un cas particulier pour les acides aminés, ce qu'on appelle l'iminoacide. Donc le groupe alpha-amino est engagé dans une structure cyclique. Donc c'est le cas de la proline. Sur ce schéma, on a représenté 10 acides aminés avec leur abréviation. Donc par exemple pour ALA, c'est l'alanine en première position. Pour GLU, c'est l'acide glutamique en deuxième position verticalement et en première position horizontalement. Pour les pHI, ce sont les pH isoélectriques. Donc pour l'alanine est égal à 6,2, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et ici, on a les pKa pour le COH. Un pKa qui est égal à 2,34 et pour le NH2, un pKa qui est égal à 9,69. Donc, et c'est la même chose pour les 10 autres acides aminés. Le carbone alpha des acides aminés, c'est un carbone asymétrique, à l'exception de la glycine, qui a un radical constitué par un hydrogène. Donc le carbone alpha porte 4 substitutions différentes. Donc c'est comme pour les glucides, par exemple le L-glycéraldéhyde. Quand on a OH à gauche, c'est le L, et OH à droite, c'est le D-glycéraldéhyde. Donc c'est la même chose pour les acides aminés. Pour le L-alanine, par exemple, quand NH2 est à gauche, on a le L-alanine. Quand NH2 est à droite, on a le D-alanine. Pour la sérine, par exemple, NH2 à gauche, c'est le L-sérine. Le NH2 à droite, c'est la D-sérine. Donc, pour les acides aminés des protéines appartiennent tous à la série L. Donc, tous les acides aminés qu'on trouve dans les protéines, ce sont dans la série L. Comme pour les os, aucune prédiction du pouvoir rotatoire ne peut être faite. Donc un acide aminé de la série L peut être livogire ou dextrogire. Donc il peut dévier la lumière polarisée à gauche ou à droite. Les acides aminés n'absorbent pas dans le visible, leurs solutions sont incolores, donc il faut des réactions chimiques pour doser et révéler ces acides aminés par colorimétrie. Par contre, pour les acides aminés qui ont un R contenant un noyau aromatique, on peut doser ces acides aminés dans l'UV moyen. C'est le cas par exemple du tryptophane
du tyrosine et de la phénylalanine. Les acides aminés peuvent subir des réactions de décarboxylation chimique ou enzymatique pour enlever le COOH, donc la fonction acide, pour obtenir une amine avec un CO2. On peut aussi procéder à une désamination des acides aminés pour enlever le NH2 pour obtenir un acide alpha-cétonique plus NH3. On peut aussi faire une désamination et une décarboxylation à la fois. C'est le cas par exemple de la réaction d'un acide aminé avec la ninhydrine pour obtenir une molécule qui a une coloration bleu-violet. À l'exception de la proline qui va réagir avec la ninhydrine en donnant une molécule qui a une coloration jaune. Lorsque un acide aminé est libre, il a au moins deux groupements fonctionnels sur le même carbone alpha. Et pour certains acides aminés, on trouve un troisième sur la chaîne latérale ou le radical R. L'un des deux groupements est un acide et l'autre est une base. Donc si je prends un acide aminé avec une charge totale qui est positive, donc A+, je vais augmenter le pH en ajoutant par exemple du NaOH. Donc le premier proton qui va partir, c'est le proton de la fonction acide COH, parce que c'est la fonction qui a le pKa le plus faible, pour obtenir le CO- NH3+. Donc avec un acide aminé qui a une charge totale nulle, donc une charge positive plus une charge négative. Ici, j'augmente encore le pH, je vais avoir l'hydrogène ou le proton du NH3+, qui va partir pour obtenir le CO- NH2 avec un acide aminé qui a une charge totale qui est négative. Donc la forme qui a une charge totale nulle, on va l'appeler la forme zwitterion. Donc pour la première réaction, j'ai une concentration d'équilibre K1 qui est égale à la concentration de A+- fois la concentration de H+ arraché depuis le COH, divisé par la concentration de A+. Pour la deuxième réaction, j'ai une constante d'équilibre K2 qui est égale à la concentration de A- fois la concentration de H+, divisé par la concentration de A+-. Ici, je considère que la concentration de A- est égale à la concentration de A+. Donc, j'aurai A+, donc la concentration de A+ est égale à A+- fois la concentration de H+ divisé par K1. Et la concentration de A- est égale à K2 fois la concentration de A+- divisé par la concentration de H+. Donc, je vais avoir la concentration de H+ au carré qui est égale à K1 fois K2. Ici, je fais entrer le moins log ici et le moins log ici. J'aurai le pH qui est égal au pKa1 plus pKa2 divisé par 2. Donc, c'est le pH, c'est ce qu'on appelle le pH isoélectrique. Si je prends l'exemple de la titration de l'analyne par NaOH, donc pour cet acide aminé, le COH a un pKa ou un pK1 est égal à 2,34. Donc pour un pH qui est égal à 2,34, je vais avoir la concentration de A+, qui est égale à la concentration de A+-. Pour le pK2 ou le pKa de NH2, il est égal à 9,69. Donc pour un pH de 9,69,
je vais avoir la concentration de A plus moins qui est égale à la concentration de A moins. Et pour le pH isoélectrique est égal à 6,02. Donc, c'est le pH où la forme zwitterion, c'est la forme la plus dominante. Et elle est égale à 9,69 plus 2,34 divisé par 2. Les acides aminés peuvent réagir entre eux pour donner naissance à un peptide avec ce qu'on appelle une liaison peptidique en éliminant une molécule d'eau. La structure du groupe peptidique est rigide. Les 6 atomes sont coplanaires. Donc les 6 atomes 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont coplanaires. Les angles de liaison pour le carbone et pour l'azote avec leur substitution sont de 120 degrés. Donc cet angle est de 120 et cet angle est de 120 degrés. Les carbones ou les deux carbones, C alpha se déplacent de part et d'autre du pont Cn dans la configuration trans la plus favorable thermodynamiquement, donc ici. De part et d'autre de cette structure rigide de rotation, des groupes de liaison C alpha N et C alpha C sont libres et seulement limités par l'encombrement stérique. Donc pour un peptide, pour déterminer sa structure, il faut déterminer la composition des acides aminés et il faut aussi déterminer l'ordre de ces acides aminés. Ces deux étapes ont comme point commun l'hydrolyse de la liaison peptidique. Cette liaison peptidique peut être hydrolysée par voie chimique. L'action de l'acide chlorhydrique avec une concentration de 6 mol par litre sur un peptide à ébullition pendant au moins 24 heures aboutit à un hydrolysat contenant les acides aminés avec toutefois les restrictions suivantes. Donc l'acide aminé tryptophane est entièrement détruit. Et aussi les amides asparagine et glutamine sont hydrolysés en ammoniac et acide correspondant qui sont l'acide aspartique et l'acide glutamique. Et certains acides aminés comme la tyrosine, la sérine et la thréonine peuvent être partiellement détruits, mais ce n'est pas un problème parce qu'un temps d'hydrolyse plus faible permet de résoudre ce problème. Certains produits chimiques peuvent hydrolyser des liaisons peptidiques spécifiques, comme le bromure de cyanogène, qui hydrolyse la liaison peptidique du côté carboxyle de la méthionine. Donc, si je considère que le R3, c'est la méthionine, il a deux côtés, un côté carboxyle et un côté amine. Donc, le BRCN va couper du côté carboxyle de la méthionine. On a aussi le 2-nitro-5-thiocyanobenzoate, le NTCB, qui hydrolyse la liaison peptidique du côté amine. Donc si je considère que ça, le R3 c'est la cystéine, elle va couper au niveau amine et non pas au niveau carboxyle. Donc le NTCB hydrolyse la liaison peptidique du côté amine de la cystéine. Pour l'hydrolyse enzymatique, on trouve ce qu'on appelle les enzymes exopeptidases, qui sont divisées en deux, les aminopeptidases et les carboxypeptidases. Pour les aminopeptidases, ce sont des enzymes qui hydrolysent depuis le côté N terminal du peptide, et pour les carboxypeptidases, ce sont des enzymes qui hydrolysent le peptide depuis le côté C terminal de ce peptide. On a aussi des enzymes
appelées endopeptidases. Ce sont des enzymes qui coupent à l'intérieur du peptide, comme la trypsine, qui coupe au niveau C-terminal de l'arginine et de la lysine. Ici, l'acide aminé suivant est une proline. La trypsine ne va pas couper. On a aussi la chymotrypsine, qui est une enzyme qui coupe au niveau C-terminal du phénylalanine, tyrosine et tryptophane. Ici, l'acide aminé qui suit, c'est une proline, donc la chymotrypsine ne va pas couper. On a aussi le SA-protéase qui coupe au niveau C-terminal de l'acide aspartique et de l'acide glutamique. On a le FM-protéase qui coupe au niveau C-terminal de la proline. Et on a les thermolyses qui sont des enzymes qui coupent au niveau N-terminal, cette fois-ci, de l'alanine, valine, leucine, isoleucine et la méthionine. On peut aussi déterminer la séquence d'un peptide par ce qu'on appelle la dégradation d'Edman. Donc, en utilisant le réactif d'Edman qui est le phénylisothiocyanate, qui va réagir avec le N-terminal d'un acide aminé pour donner une molécule qui absorbe dans l'UV, ou bien qui va réagir avec le N-terminal d'un peptide, donc le N-terminal d'un peptide, pour donner une molécule qui absorbe dans l'UV, plus le peptide avec un acide aminé en moins. Pour les protéines, elles ont plusieurs conformations tridimensionnelles et la fonction de ces protéines est liée à leur structure dans l'espace. Donc, ils ont une structure primaire, donc c'est un enchaînement des acides aminés, une structure secondaire, interaction entre acides aminés voisins, une structure tertiaire, interaction entre acides aminés éloignés dans la séquence, et une structure quaternaire, c'est une interaction entre sous-unités. Donc pour les structures secondaires, on trouve ce qu'on appelle le alpha-hélice avec des interactions entre le hydrogène de l'azote et l'oxygène de la fonction CO, donc des liaisons hydrogènes. On trouve aussi les feuillets bêta avec des liaisons hydrogènes entre le H de l'azote et l'oxygène de la fonction CO. Aussi la forme coude avec toujours des interactions entre le H de l'azote et l'oxygène de la fonction CO, donc des liaisons hydrogènes. Pour la forme ou la structure tertiaire, on a dit que ce sont des interactions entre deux acides aminés éloignés. Donc on trouve des interactions ioniques, des interactions hydrogènes, des interactions hydrophobes ou aussi des liaisons covalentes. Et pour la structure quaternaire, donc on a dit que ce sont des interactions entre des sous-unités ou ce qu'on appelle des protomères. Donc l'association ou la dissociation des protomères permettent à ces protéines d'avoir des fonctions de signalisation ou de contrôle.